Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur le thème des femmes dans la société française. Alors, en 1944, les femmes obtiennent le droit de vote après un combat mené depuis le 19e siècle. Mais cependant, au sein de la famille, de la société, au travail ou en politique, les femmes sont encore privées de nombreux droits en 1958. Par exemple, selon la loi, elles ne possèdent pas de l'entièreté de l'autorité parentale. Elles ne peuvent pas disposer de leur salaire sans l'autorisation de leur mari. Donc, il va falloir étudier comme problématique comment la place des femmes a-t-elle évolué dans les domaines économiques, politiques, social, culturel, sous la Ve République. La leçon va s'organiser par domaine d'évolution. Grand 1 d'abord, la place des femmes dans la scolarisation et dans la vie active. Petit 1, la situation jusqu'aux années 60. En fait, jusqu'aux années 60, la société française était très patriarcale. C'est-à-dire que le pouvoir revenait largement aux hommes. Les femmes étaient donc considérées comme des citoyennes juridiquement mineures, placées sous la dépendance et sous l'autorité de leur père ou de leur mari. La femme, par exemple, devait demander l'autorisation à son mari pour travailler, pour prendre une décision concernant un enfant, pour ouvrir un compte bancaire. Et donc, dans les familles françaises, le modèle de la femme au foyer est resté très fort jusqu'aux années, grosso modo, aux années 60. Petit 2, la scolarisation progressive des filles. En fait, à partir des années 60, la scolarisation des filles progresse très régulièrement. Une date importante, 1964, pour la première fois, le nombre de bachelières est supérieur à celui des bacheliers. Elles accèdent en plus grand nombre au diplôme de l'enseignement supérieur. On constate également que les filles réussissent mieux que les garçons à l'école et pourtant, elles sont moins nombreuses que les garçons dans l'enseignement supérieur et ça se constate particulièrement dans les voies scientifiques. Petit 3, une féminisation rapide de la population active. Donc, parallèlement à la scolarisation des filles, à l'augmentation de cette scolarisation comme on vient de le voir, on observe après la Seconde Guerre mondiale une augmentation de la proportion de femmes dans la population active. On parle alors de féminisation de la population active, essentiellement dans les emplois salariés et tertiaires. L'accès aux fonctions d'encadrement progresse. En 2010, par exemple, un tiers des cadres sont des femmes, mais les femmes sont encore largement sous-représentées chez les ingénieurs ou chez les chefs d'entreprise. On parle parfois, pour qualifier cette situation, de plafond de verre. Plafond de verre, il faut vraiment le retenir. Qu'est-ce qu'on appelle un plafond de verre? C'est l'ensemble des barrières invisibles, vous voyez l'image du verre, l'ensemble des barrières invisibles, notamment dans les mentalités, qui empêchent les femmes d'accéder à des postes à responsabilité dans l'entreprise. Parce que là on parle de la population active, mais on pourrait très bien parler aussi du plafond de verre dans le domaine politique par exemple. Dans le domaine du travail, certains textes de loi ont été votés pour réduire les inégalités hommes-femmes dans le travail. On peut citer la loi du 11 juillet 1975 ou encore la loi du 13 juillet 1983, appelée loi Roudy, qui interdisent la discrimination à l'embauche et qui impose l'égalité professionnelle homme-femme. Pourtant, malgré ces lois, des inégalités subsistent. Les femmes sont par exemple moins bien rémunérées que les hommes, à qualification égale bien entendu, et à poste égal, même si l'écart de salaire homme-femme diminue régulièrement d'année en année, il reste encore important. Et puis dans le domaine du travail, les femmes occupent davantage de temps partiel et elles sont plus touchées par le chômage. Grand 2, la place des femmes dans la vie politique. Alors petit 1, on va voir, toujours pareil, c'est un petit peu le calque de la première partie, la situation dans les années 60. Alors là, ça va aller assez vite. Les premiers temps de la Ve République sont caractérisés par ce qu'on peut appeler une gouvernance masculine.
C'est-à-dire qu'il y a peu de femmes dans les partis politiques, il y a donc peu d'élus et peu de femmes dans l'exécutif. À partir de cette situation, voyons petit 2 comment progresse l'évolution de la place des femmes dans la vie politique. D'abord, les femmes sont plus nombreuses dans l'exécutif à partir du mandat de Valéry Giscard d'Estaing qui fait de la féminisation du gouvernement un marqueur de modernité et qui crée d'ailleurs le premier secrétariat à la condition féminine. Dans ce même gouvernement, Simone Veil est nommée ministre de la Santé et puis en 1974, on a la première candidature féminine aux élections présidentielles sous la figure de Arlette Laguillet qui, pour le parti Lutte ouvrière, et c'est la première femme donc à se présenter à l'élection présidentielle. Bon, mais on voit que l'évolution reste encore assez timide. Il va y avoir un tournant quand même décisif majeur dans les années 90-2000, puisque après avoir obtenu l'égalité des droits politiques en 1944, le combat des femmes va se porter sur la parité politique. Ça va se faire en plusieurs étapes. D'abord en 1993, le manifeste des 577 en référence au nombre de députés à l'Assemblée nationale demande une démocratie paritaire. Ce mouvement aboutit en 1999 à une révision constitutionnelle qui exige l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. Et ce principe est mis en place, est appliqué par la loi du 6 juin 2000. Cette loi oblige à la parité politique pour tous les scrutins de liste, les élections municipales, les élections régionales, les élections européennes. Donc ce terme de parité, il faut bien sûr le retenir. C'est le principe qui vise à obtenir un nombre égal d'hommes et de femmes dans les institutions représentatives à l'échelle nationale et locale. Alors, quand même, malgré les parcours politiques réussis de certaines femmes, on peut rappeler Édith Cresson, qui est la première femme Premier ministre en 1991, ou Ségolène Royal, qui est la première femme à atteindre le second tour des élections présidentielles en 2007, les progrès demeurent quand même lents et la représentation féminine au Parlement ou dans d'autres institutions demeure insuffisante. Par exemple, elle ne représente que 15% des maires des communes françaises. À l'échelon national, les femmes ne représentent que 18,5% des députés de l'Assemblée nationale et 21% des sénateurs. Grand 3, l'évolution de la place des femmes sur le plan social et culturel. Petit 1 d'abord, les mouvements féministes dans les années 60-70. Alors, des mouvements féministes se sont développés en France dans les années 60-70. C'est un mouvement d'ailleurs commun aux pays développés qui souhaite redéfinir la place des femmes dans la société et dans la famille. Le féminisme dans ces années-là s'incarne notamment dans les actions de certaines organisations. On peut retenir le MLF, qui est le mouvement de libération des femmes, ou le MLAC, qui est le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception. Des lois vont suivre ce mouvement. En 1967, la loi Neuwirth qui légalise la contraception. Et en 1975, la loi Veil qui autorise l'IVG, c'est-à-dire l'interruption volontaire de grossesse. Petit 2, une redéfinition de la place des femmes depuis 1970. Donc depuis les années 70, les féministes luttent contre les stéréotypes sexistes, notamment dans la publicité. La lutte se porte aussi contre les inégalités hommes-femmes au travail ou dans la société en général. Et puis, troisième plan de la lutte, c'est la lutte contre les violences faites aux femmes, notamment dans le cadre conjugal ou dans le cadre social. De nouveau, les lois suivent l'évolution des mentalités. On peut citer deux exemples. La loi de 1980 qui stipule que
que le viol est considéré dorénavant comme un crime passible de la cour d'assises, non plus comme un délit. Et puis en 1992, une loi inscrit le harcèlement sexuel dans le code pénal. C'est la fin de la leçon. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question ou une remarque particulière. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.